Bonsoir et merci de votre fidélité dans Tête à Tête. Bienvenue sur votre télévision. Bienvenue à vous tous qui nous regardez à travers la ville de Mbujimayi, partout au Kasaï oriental. Tête à Tête, deux sujets à analyser pour cette émission, pour ce numéro donc. Nous allons premièrement parler de la déchéance de Jean-Marc Akabound du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le président intérim de l'UDPS, qui a été destitué par ses collègues députés nationaux dans la nuit du 25 mai dernier. Une plénière qui avait été émaillée de plusieurs incidents, de la bagarre. Les députés de l'UDPS qui avaient tenté à deux reprises de stopper la procédure grâce à des motions, notamment celle du professeur Tony Mwaba. Ils ont fait face à la résistance et au bloc de leurs collègues du FCC et de la MOUCA qui étaient déterminés à faire tomber Jean-Marc Akabound. Chose faite, le président de l'UDPS intérim a été déchu, mais la réaction derrière des combattants dans certaines villes du pays était très forte. En Mbujimayi plus particulièrement, des incidents à déplorer et des pillages, des résidences, plutôt des permanences des partis politiques, notamment ceux du FCC, ont été visités par les militants en furie qui ont tout pillé et tout emporté, notamment tôle, briques. Vous allez voir tout cela en images dans cette émission. Quelle analyse faire de cette situation? D'abord de la destitution de Jean-Marc Akabound et de la réaction des militants à Mbujimayi et à Lubumbashi. C'est la première thématique de cette émission. Ensuite, parce que l'actualité est chargée en informations, vous le savez, en début de semaine, nous avons quelques heures avant cette plénière à l'Assemblée nationale assisté à la deuxième audience dans le procès Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État qui est jugé notamment pour détournement des deniers publics et corruption. Une audience comme on en a pris l'habitude, qui a été transmise à la télévision nationale et que tout le monde a suivi avec intérêt, surtout une fois de plus Vital Kamerhe qui a donc fait usage de son art oratoire pour convaincre les juges de son innocence dans ce dossier que d'aucuns qualifient de 100 jours gate. Mais l'autre fait marquant autour de cette actualité du procès des 100 jours, c'est le décès du juge président de la composition, Raphaël Yanni, décédé dans des circonstances mystérieuses. La République démocratique du Congo s'est réveillée le 27 mai avec cette nouvelle. Les juges sont partis, personne ne sait les vraies raisons de ce décès. Sa famille demande une autopsie. Nous allons, mesdames et messieurs, autour de ces deux sujets, avec notre invité déjà sur ce plateau, débattre ensemble avec vous, parce que c'est vous qui faites cette émission. Merci à tous les internautes, vous tous qui nous suivez à travers notre chaîne YouTube Arsène Punga Official TV, mais également sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, Facebook Arsène Punga Officiel. Toutes vos réactions et tous vos messages nous sont parvenus, mais également ceux qui nous écrivent sur Twitter et qui suivent le fil d'actualité que nous proposons aux Congolais. Mesdames et messieurs, nous vous disons grandement merci pour cela. Sur ce plateau, pour parler de ces sujets, nous recevons un acteur politique, analyste politique connu sur la ville de Mbujimayi, Freddy Tshibouabwa. J'ai le plaisir de vous le présenter. Monsieur Freddy, bonsoir. Bonsoir, monsieur Arsène. Très heureux de vous recevoir dans Tête à Tête. Vous êtes coordonnateur provincial du Front commun pour le Congo, le FCC, qui est la plateforme politique chère à l'ancien président Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui en coalition avec le cash du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et une toute petite question pour commencer, comment se porte le FCC au Kasaï oriental? Merci. Je pense que à ce jour, nous ne pouvons pas affirmer que nous sommes en très bonne relation parce que, comme vous le savez, l'histoire a démontré avec l'éviction de Jean-Marc Akabound comme deuxième vice-président à l'Assemblée nationale. Nous avons constaté qu'il y avait un peu d'hypocrisie et c'est ce qui a conduit à ce que nous avons vécu. Parce que ça ne se justifie pas que le FCC soit la seule plateforme au Kasaï oriental qui est visée par
de pillage, des règlements des comptes. C'est ce qui explique que nous n'avons pas froid aux yeux d'affirmer que le climat n'est pas bon. Mais le FCC comme organisation, comme plateforme politique, est dans quel état aujourd'hui? Si nous pouvons vous demander de faire un petit état des lieux de la plateforme au Kasaï oriental. Non, je crois que en tant qu'FCC, plateforme, je crois que nous allons bien parce que, hormis les événements qui se sont produits ces dernières 48 heures, nous sommes bien organisés, structurés, et disciplinés. Je crois que nous travaillons en collège avec les collègues présidents des partis politiques qui sont membres du FCC, selon la hiérarchie. Et il y a des réunions du comité directeur provincial qui se tiennent. Nous nous invitons des fois à nous rencontrer, c'est-à-dire que la structure va bien. Avant, ces réunions étaient médiatisées. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez changé de stratégie sur terrain? Non, vous savez, à chaque époque, nous avons des méthodes appliquées. Et je pense que ici, nous appliquons plus les réseaux sociaux que les médias traditionnels. Pourtant, vous savez que le taux de pénétration de l'Internet au Kasaï oriental notamment n'est pas très élevé. Il y a la plus grande partie de la population suit les médias traditionnels. Tout à fait. Il est vrai que quand il y a des réunions très importantes, nous arrivons toujours à saisir quelques médias par rapport à notre force financière. Et il nous arrive peut-être que à l'avenir, nous allons améliorer notre agenda politique pour que la RTOP soit toujours associée et surtout invitée à nos réunions si ce sont des réunions importantes pour qu'elles soient couvertes par les médias traditionnels. Mais pour des réunions à l'occasion des rencontres... Donc le FCC continue à fonctionner normalement oui, au Kasaï oriental, oui. Ce qui est curieux parce que vous ne donnez plus de nouvelles. D'aucuns croiraient que la plateforme avait disparu. Non. Et d'ailleurs, nombreux de vos collègues, dirigeants des partis politiques du FCC et cadres d'autres partis ont déserté, ils ont carrément changé de formation politique aujourd'hui. Ils font partie du CAP pour le changement. Je crois que c'est un problème de personnalité. Hein. Tu sais, c'est un problème de conviction politique. Vous savez, il y a la différence entre un homme politique et un acteur politique tout court ou un politicien tout court. Vous savez, les gens, d'aucuns utilisent l'art politique pour trouver des moyens de survie. Ça se résume dans les cadres de la transhumance. Vous savez, c'est ce que font souvent les singes. Quand il est sur l'arbre, le fruit termine, il saute directement sur l'arbre qui porte des fruits pour continuer à faire cette opération. Vous savez, comme le FCC a perdu la présidence, et je pense que les comportements des opportunistes ne peuvent être que celui-là. Et donc vous les qualifiez d'opportunistes. Oui. Et vous êtes au FCC par conviction? Non, vous savez, on défend ce qui est... ce que l'on croit. On défend des idées et non pas de personnes. Parce que les gens étaient venus au FCC pour défendre des individus, vous le savez, il y a des gens qui se battaient dans des studios, dans des chaînes, des radios, pour le nom soit de Joseph Kabila ou encore le nom de Ngoï Kassanji, vous le savez, il y a des gens qui disaient c'est Ngoï Kassanji ou rien. Mais nous voyons ces gens-là qui ont fait un revirement de 90%. Aujourd'hui, ils parlent autre chose. Ils sont en train de révéler que tout était mal fait, tout. Mais je pense que c'est l'absence de l'honnêteté, c'est l'absence de la personnalité, où à un certain moment on était inconscient et la conscience est revenue par après. Mais cette situation dénote d'une certaine irresponsabilité dans le chef de certains acteurs politiques qui comprennent que
il n'y a que le pouvoir pour le pouvoir, qui n'ont pas d'idéal politique et qui n'ont pas d'objectivité dans ce qu'ils font. Et qui vous ont laissé, qui font aujourd'hui partie soit de l'UDPS ou d'autres formations politiques du CAP pour le changement. Alors C'est de leur droit, c'est de leur droit, heureusement que c'est de leur droit, c'est la liberté d'opinion. Et en même temps, la conséquence de toutes ces désertions, c'est que le FCC se vide de ses cadres, au Kasaï oriental plus précisément. Oui, écoutez, vous savez, il y a des cadres et des cadres. Je ne suis pas en train de dire ici que tous ceux qui sont restés avec nous sont bons et ceux qui sont partis sont mauvais. Mais seulement, je déplore l'hypocrisie et le manque de sincérité de certaines personnalités qui étaient autour de nous, qui n'ont pas su défendre ce qu'ils ont appelé hier idéal. C'est un peu malheureux de constater que des personnes qui donnent l'air d'avoir été à l'université, d'être intelligents, se sont fait passer pour des gens qui défendaient vraiment des valeurs à un certain moment. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, aujourd'hui, ils disent que ce qu'ils ont défendu hier comme idéal, comme valeur, et qu'ils ont même qualifié de valeurs républicaines, aujourd'hui, c'est rien. Nous comprenons seulement qu'ils étaient soit à la recherche du pain ou de positionnement, et quand cela est parti, et on vide le terrain, c'est tout ce que moi je comprends. Donc, alors, merci, on ne va pas aller loin autour du fonctionnement du Front commun pour le Congo. Au Kasaï oriental, nous avons de grandes thématiques qui nous attendent dans cette émission. Mais il y a un autre fait que nous voulons évoquer dans ce tête-à-tête, c'est cette difficulté en Mbuji-Mayi. La population n'a pas d'eau depuis près de 2 semaines maintenant. La Régie des eaux éprouve d'énormes difficultés pour desservir surtout les populations qui habitent la zone haute, comme ils l'appellent dans leur jargon, parce qu'il y a eu une pompe avant-après du côté de la Régie des eaux qui est en panne et qu'un état de besoin a été introduit au cabinet du gouverneur de province pour une assistance. Vous savez que la Régie des eaux a reçu l'ordre du président de la République de desservir gratuitement de l'eau potable à la population. Et donc dans ce contexte, l'entreprise est privée de ses revenus traditionnels. Il n'y a que l'État qui peut lui venir en aide pour intervenir sur cette pompe. Nous espérons en tout cas que l'autorité provinciale va intervenir le plus vite possible parce que la situation dans certains quartiers de Mbuji-Mayi devient de plus en plus insupportable alors que le coronavirus a fait que l'activité économique est à l'arrêt dans plusieurs secteurs et qu'il y a des gens aujourd'hui qui soient obligés de débourser entre 5 et 6 000 francs, ne fût-ce que pour avoir de l'eau en un seul jour. Tout ça devient insupportable pour plusieurs personnes, des populations que nous avons interrogées, qui ont déclaré leur désarroi et leur désolation. Les autorités qui nous regardent vont certainement prendre des dispositions, nous l'espérons, pour que la situation soit décantée le plus vite possible. Comme si cela ne suffisait pas, les Français disent « le malheur ne vient jamais seul ». La NRK a publié un communiqué dans lequel elle indique que l'une de ces 2 machines qui lui permettent de desservir une partie de la population en courant électrique est tombée en panne. C'est la L13 qui ne fonctionne plus, le groupe L13 qui ne fonctionne plus, ce qui a sensiblement réduit sa capacité de mégawatts. Du coup, une grande partie de la population est plongée dans le noir, y compris les entreprises de presse que nous sommes. Nous subissons de plein fouet cette situation. C'est dire qu'avec le temps qui court, la population de la ville de Mbuji-Mayi et du Kasaï oriental de manière générale est vraiment en difficulté, rencontre d'énormes et des sérieux problèmes. Les autorités doivent se pencher le plus vite possible sur cette question vitale pour ne fût-ce que sauver ce qui nous reste. Sauver ce qui nous reste, c'est-à-dire réparer cette pompe du côté de la Régie des eaux, réparer ce groupe de la NRK pour permettre à ce que la province ne s'arrête pas totalement. Monsieur Freddy, vous avez un commentaire à faire à propos de ces difficultés. Vous vivez en Mbuji-Mayi, vous assistez comme nous tous à ces spectacles malheureux de bidons jaunes, alors qu'on est censé avoir de l'eau gratuitement. Les Est-Kasaïens, les Mbuji-Mayiens plus particulièrement, pour la plupart,
ne savent où aller trouver cette eau potable. Et comme si cela ne suffisait pas, le courant devient aussi de plus en plus rare. Écoutez, je sais que vous avez presque tout dit. Vous avez même attiré l'attention des autorités par rapport à cette situation. Je suis parmi ceux qui ont dénoncé cette situation macabre que nous traversons. La province est dans une difficulté sérieuse et surtout que nous sommes en train de faire face à la pandémie du Covid où la population est exigée à un certain nombre de règles barrières, parmi lesquelles il y a le lavage en main, le lavage de main plutôt. Donc vous comprenez que sans eau, cette pratique tombe caduque et même la distanciation sociale ne sera plus respectée parce que toutes sortes des gens vont se resserrer quand ils vont aller chercher de l'eau. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver si au moins un cas de coronavirus venait à cette époque au Kasaï oriental. Je crois que dans 2-3 jours, c'est toute la population qui sera atteinte. Et je pense que les autorités sont interpellées parce que non seulement la régie des eaux n'a pas une seule pompe qui est tombée en panne. Il y a la P23 et la P22, P24 et la P22. Il y a 2 pompes qui ont pris feu pendant cette situation de distribution d'eau gratuite. Au même moment, il y a aussi des communiqués de la NRK qui vient de tomber. Vous comprenez que c'est ce qui pouvait même motiver les journées de marche, des revendications. Mais nous sommes passés outre. Pendant que nous avons des problèmes de développement récurrents, pendant que nous avons une souffrance aiguë, ne fût-ce que pour avoir l'accès à l'eau potable, mais nous voyons nos compatriotes détournés par certains politiciens, par certaines officines malveillantes, et les compatriotes en train de commettre des actes incalculables sur la ruine de cette province. Et donc, vous pensez qu'en réalité, la population devait revendiquer tout à fait l'eau et le courant? Tout à fait. C'est ce que la population pouvait faire. La population pouvait revendiquer aux autorités l'eau et le courant. Pousser aux autorités d'honorer dans les plus brefs délais les factures de la régie des eaux et de NRK. Si moi, personnellement, je faisais partie de ces groupes de politiciens, je pouvais mettre la pression sur le gouverneur de province parce que ça va très mal. Voilà les choses auxquelles notre attention devrait être tournée et non pas sur des problèmes politiques qui n'ont rien à faire avec le développement du Kasaï oriental. Problème politique, on en parle déjà avec la déchéance de Jean-Marc Kabound. C'était dans la nuit du 25 mai 2020, après une séance plénière houleuse. D'ailleurs, nous allons, avec la réalisation, regarder cette image, la bagarre qui a précédé la déchéance de Jean-Marc Kabound au terme d'une journée marathon et chargée en informations. À l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Mamba, on le sait, avait récolté des signatures pour une pétition de destitution de Jean-Marc Kabound. Nous savons le feuilleton judiciaire derrière cette pétition, mais c'est la plénière qui a attiré l'attention et qui a désolé plusieurs Congolais parce qu'évidemment, nous avons vu les parlementaires, M. Freddy, se battre pour la tête de Jean-Marc Kabound. Et d'aucuns se posent des questions, mais pourquoi ils ne se battent jamais lorsque les ADF égorgent 30-40 personnes à l'Est? Pourquoi ils ne se sont jamais battus pour que nous ayons de l'eau, du courant, nous ayons des soins de santé de qualité? C'est des questions que se posent les Congolais par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Du coup, j'ai envie de vous poser cette question. Quelle est votre analyse comme acteur politique de tous les événements qui ont eu lieu autour de la déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député de l'UDPS, Jean-Marc Kabound? D'abord, pour commencer, je vais vous dire que je suis du Front commun
pour le Congo. Nous sommes en alliance avec le CACH. C'est une situation malheureuse pour moi que Jean-Marc Kabound soit parti de son poste de premier vice-président de l'Assemblée. Je n'ai pas accueilli cette nouvelle avec joie ni satisfaction. Je partage les sentiments de tristesse parce qu'au départ, l'initiateur de cette pétition n'est pas membre de notre famille politique, c'est-à-dire le FCC CACH. Parce qu'aujourd'hui, à ce jour, nous formons déjà une famille politique. Et les députés ont récupéré cette pétition. Je ne comprends pas quel est l'intérêt qu'ils ont pu porter sur cette pétition. Mais dans mes analyses, je trouve que les députés étaient simplement déçus. Parce que pour les députés, il fallait tenir les congrès. Et à l'issue de ces congrès, ils avaient quelque chose à gagner. Ça n'a engagé que le problème des intérêts des députés. Quand il s'agit des intérêts des députés, c'est pour cela que vous les avez vus en train de se battre. Parce que ce sont les intérêts individuels des députés. Que ce soit le poste de Jean-Marc Kabound, que ce soit les problèmes de 7 millions, qui d'ailleurs, jusqu'à ce jour, ne sont justifiés ni de la part de Jean-Marc Kabound, ni non plus de la part du bureau, il n'y a aucun intérêt de la population. C'est comme vous l'avez dit, quand il y a des dossiers de décès, quand il y a pénurie d'eau, quand il y a des éboulements, quand il y a des éboulements, quand il y a les débordements d'eau qui emportent des maisons, l'inondation, et les gens meurent, des milliers de personnes meurent, on n'a pas vu les députés se battre là-bas. Mais s'ils se sont battus, c'est parce que c'était un problème d'intérêt. C'est parce que, pour certains, ils estiment que Jean-Marc Kabound nous a fait manquer l'argent. Pour les autres, ils estiment que Jean-Marc Kabound ne doit pas partir du bureau de l'Assemblée parce que c'est le poste qui revient au CACH ou au PPRD, plutôt à l'UDPS. Et l'UDPS ne peut pas subir de telles pressions ou une telle humiliation. Vous comprenez? Mais le peuple est humilié chaque jour. Le peuple qui n'a pas d'eau, le peuple qui n'a pas du courant, le peuple qui n'a pas de routes, le peuple qui n'a pas d'hôpitaux, le peuple qui n'a pas de quoi vivre. Les revenus d'un Congolais, c'est combien? Ça ne préoccupe pas les députés. Ils ne se sont jamais battus pour les revenus, pour la survie des Congolais. Jamais, aucune fois. Donc vous comprenez quel genre d'élus nous avons. Et quand il s'agit de leurs intérêts, on n'est plus des CACH, on n'est plus du FCC, on fait bloc contre Jean-Marc Kabound parce que il suppose que c'était Jean-Marc Kabound n'a pas reflété, je crois, il a dénigré le bureau, il n'a pas reflété la maturité politique d'après ce qu'ils lui reprochent, de ne pas être mature. Mais moi je trouve que ce n'était pas un point qui pouvait conduire à la destitution de Jean-Marc Kabound. Si nous étions sérieux, dans un monde de gens sérieux, on ne pouvait pas passer vite à la décision de Jean-Marc Kabound parce que seulement il a exprimé ses opinions selon lesquelles un congrès pouvait coûter 7 millions. Mais autre, si je voudrais aussi aborder l'autre aspect, Jean-Marc Kabound n'a pas aussi su démontrer comment les 7 millions devraient être dépensés ou le budget, le soubassement de ces 7 millions. Il n'a pas aussi justifié le soubassement de 7 millions. C'est là aussi le problème où on les taxe des propos militants, où ses collègues les taxent d'avoir des propos militants. Et ils ont estimé que Jean-Marc Kabound n'était pas digne d'être vice-président de l'Assemblée nationale. Mais pour moi, je trouve que Jean-Marc Kabound avait tout simplement exprimé ses opinions à ces sujets. Et je pense que c'était un problème qui pouvait être réglé au niveau du comité des sages de l'Assemblée nationale, qui ne pouvait pas créer une si importante crise politique aujourd'hui qui a conduit à des événements monstrueux. Et aujourd'hui, la ville de Mbujimayi a connu de pertes énormes.
Nous allons venir, nous allons parler de ces incidents sur la ville d'Mbuji-Mayi. Restons d'abord au niveau politique. Ce qui s'est passé à Kinshasa, oui, vous l'avez dit, la pétition a été initiée par Jean-Jacques Mamba, il est député du MLC et donc de l'AMUCA, mais largement soutenu par vos collègues du Front commun pour le Congo. C'est dire que le FCC était derrière cette initiative. Là, c'est là où j'ai dit aux gens que c'est une erreur politique. L'erreur de qui? C'est une erreur politique de dire que le FCC était derrière ça. Pourquoi? Un député, quand il est élu, il devient national, au-delà de ses couleurs politiques. Et de son mandat national, il a des convictions personnelles. Le député a des convictions personnelles. Ce qui s'est passé engage la responsabilité des députés. Vous vous souviendrez que le MLC avait interdit à Jean-Jacques Mamba de pouvoir de continuer avec cette procédure. C'était Jean-Pierre Bemba lui-même qui l'avait dit. Il s'y était opposé fermement. Il avait même signé un communiqué à l'endroit de comme vous le savez, j'ai suivi hier certains analystes dire que Jean-Jacques Mamba c'est un monsieur versatile, c'est un monsieur qui à un certain moment a voulu mettre à mal le fonctionnement du MLC. Je crois qu'ils ont évoqué l'année 2017. Il a mis à mal le fonctionnement du MLC. C'est un monsieur qui a voulu faire son bus, qui a voulu faire son nom, et il a entraîné aussi les autres députés en leur faisant comprendre que Jean-Marc Kabound les avait humilié la Chambre. Et tout le monde a compris qu'ils avaient un manque à gagner personnel et que c'est de cette manière qu'ils se sont impliqués. Et de surcroît, les députés se sont fâchés suite à l'arrestation de Jean-Jacques Mamba. Parce qu'on a supposé que c'était dans une procédure de flagrance, mais pour les députés et le bureau de l'Assemblée, ils ont estimé qu'il y a eu violation des droits des députés, il y a eu violation de l'article 107 de la Constitution, et à ce moment, c'est devenu insupportable. Ils ont indexé Jean-Marc Kabound d'être derrière cet acte d'arrestation de Jean-Jacques Mamba. C'est ce qui a fait aussi susciter la colère de certains députés qui ne pouvaient pas se mêler dans cette affaire. Ils ont mis tout, écoutez, du FCC. Ils ont mis tout sur le dos de Jean-Marc Kabound, alors que c'est le député Piana qui a déposé sa plainte en bonne et due forme contre Jean-Jacques Mamba. Donc vous comprenez cette confusion dans laquelle les députés ont assisté et qui a conduit à la déchéance de Jean-Marc Kabound. On dirait il y a vraiment concours de faits c'est concours de faits qui a conduit à la déchéance. D'abord, le manque à gagner de députés qui ont estimé que si ces congrès se tenaient, ils avaient de l'intérêt à avoir un peu d'argent pendant cette période de Covid. De deux, l'arrestation de Jean-Jacques Mamba a créé des polémiques sérieuses. Vous savez, il y a même les présidents des groupes parlementaires qui sont sortis pour décrier, dire que non, nous allons témoigner contre les députés Mpiana. Parce que il y a des collègues qui l'ont vu en train de signer. Donc vous voyez tous ces concours des faits. Donc mis ensemble, il y a des députés qui étaient très fâchés contre Jean-Marc Kabound. Il y a eu coïncidence des faits. Vous comprenez? Et qui ont concouru à la déchéance des... Il n'y a pas eu. Et vous suivez. Le PPRD a pondu un communiqué dans lequel il dit qu'il ne s'est jamais mêlé dans les affaires parlementaires. Vous l'avez suivi. Il y a eu un membre du PPRD, un député, qui s'est hasardé pour dire que nous demandons à l'IDPS de donner un autre au poste de Jean-Marc Kabound, un autre candidat qui est compétent, plus compétitif que Jean-Marc Kabound. Alors, le PPRD, par les biais de son secrétaire permanent, a démenti cette information. Il dit que le PPRD ne s'est jamais impliqué. Donc, le Front commun aussi ne s'est jamais impliqué dans cette question parlementaire. Il était question de la responsabilité individuelle des députés. Voilà, ça vous l'avez dit et nous l'avons saisi.
Donc si nous pouvons vous résumer, pour vous, le FCC comme plateforme politique n'est pas derrière la déchéance de Jean-Marc Kabound. Pas du tout. Et la réaction après, les militants de l'UDPS n'ont pas du tout digéré ce qui s'est passé à Kinshasa et plus particulièrement à l'Assemblée nationale. Nous avons vu la bagarre, mais surtout, pour eux, il s'est agi d'une grave humiliation et que des manifestations spontanées ont été organisées à Mbujimayi et à Lubumbashi. Et parce que nous sommes en Mbujimayi, nous voulons vous proposer ce reportage. Des incidents graves ont eu lieu entre le 26 et le 27 mai, des pillages et des scènes horribles. Des jeunes gens sont sortis dans les rues, ils ont manifesté, ce qui est tout à fait légal, mais des débordements et des saccages ont été enregistrés. Nous allons revenir juste après ce reportage pour décrypter cet aspect des choses avec notre invité. Dans cette furie des manifestants, les bureaux des partis politiques, PPRD et ACDD, tous du Fonds commun pour le Congo, ont subi l'expédition punitive. Bâtiments saccagés, documents immobiliers emportés, tel est le spectacle laissé au passage. On a quand des dollars. Vraiment. Sur les différentes artères, des centaines de jeunes scandent la fin de la coalition Cash FCC et surtout leur désarroi suite à la déchéance de Jean-Marc Kabound comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Psychose totale parce que des avenues ont été barricadées par-ci et des pneus brûlés par-là. Devant la résistance, la police s'est vue obligée de recourir au gaz lacrymogène pour disperser les foules en colère. Au-delà de certains dérapages enregistrés, le général Singavola et ses éléments se sont employés comme une police républicaine pour calmer la situation. Le ministre provincial de l'Intérieur, Henri Patrick Serge Matete-Pagnan, a de son côté appelé les manifestants au calme. Dans les camps de formation politique victimes, l'on regrette ces actes et l'on attend dénoncer avec dernière énergie. Voilà, un reportage de John Kevin Kazadi dans Tête à Tête. La population est sortie, M. Freddy, pour manifester contre la déchéance de Jean-Marc Kabound. Mais comme nous le remarquons dans ce reportage, des pillages et des vols des biens d'autrui commis par certains des manifestants. Nous attendons toujours la réaction officielle du Front commun pour le Congo, Kasaï oriental. Oui, merci. Je crois que nous avons eu largement à parler de cette situation avec le gouverneur de province qui nous avait invités pour que nous puissions faire le point sur la situation. Nous voudrons ici faire comprendre à l'opinion que ce qui est arrivé est inacceptable du point de vue de la démocratie et de l'état de droit. Je voudrais d'abord, avant toute chose, vous expliquer que nous avons fait voir au gouverneur que la responsabilité revenait à l'État qui a failli dans ce dispositif de sécurité. Parce que nous ne pouvons pas croire qu'un État responsable puisse laisser des actes pareils se dérouler pendant des heures et des heures, laisser des gens impunément saccager les maisons appartenant à autrui, appartenant à des partis politiques, certains biens de l'État. J'ai même appris que l'abattoir de Simis a été aussi pillé. L'abattoir moderne, nouvellement construit, non encore inauguré, a été saccagé. J'ai appris dans la lignée que certains, je sais pas moi, j'ai appris aussi que le bureau de l'inspection de l'enseignement aurait été touché par ces mêmes événements. Mais qu'est-ce que je voudrais, profitant de votre micro, de cette émission, condamner ici? D'abord, l'État n'a pas pu anticiper ces événements. Parce que nous avons des services de renseignement qui pouvaient déjà la nuit informer à l'autorité que suite à ce qui est arrivé, voilà ce que nous avons appris
on pouvait prendre des dispositions. Pourquoi pas même proclamer un couvre-feu pour empêcher aux manifestants de pouvoir descendre dans la rue et casser. Parce que moi, j'ai suivi avec beaucoup de pitié le président de la jeunesse de l'UDPS qui a dit que les jeunes de l'UDPS n'ont rien cassé. Ils ont fait une manifestation pacifique et c'est la population qui a cassé. En tout cas, j'étais peiné de suivre ces déclarations. En quelque sorte, c'était une manière d'avouer ce qu'il contredisait. Parce que pourquoi l'État, pourquoi la Constitution demande à ce que quand vous voulez, par exemple, organiser une manifestation, il faut informer au préalable l'autorité. C'est pour avoir un encadrement. Et quand vous organisez une manifestation où il y a des débordements, qui répond? C'est l'organisateur. Il a avoué qu'ils ont organisé des marches, qu'il lui a déclaré pacifique. Mais il y a eu des débordements. Où sont venus ces débordements? Alors, s'il faut bien corroborer ces paroles, implicitement, il les dit tout haut. Vous comprenez? Parce que quand moi j'organise une manifestation et que je ne sais pas encadrer et les militants et les opportunistes, parce que vous savez, dans toutes les marches, il y a toujours des opportunistes, il y a toujours des gens, des mauvaises personnes qui s'y introduisent pour casser. Mais moi je me demande aujourd'hui, en réalité voilà ce que je voudrais dire. Le FCC ici au Kasaï oriental n'a que 4 élus. Même si on n'aime pas le FCC, même si on veut mettre tout sur le dos du FCC, mais le FCC n'est que 4 élus. Sur les 500 élus à l'Assemblée nationale, les 4 élus du FCC Kasaï oriental, il n'y a que ces 4 élus-là qui ont fait tomber Jean-Marc Kabound, les 4 élus du FCC. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les 4 élus du FCC Kasaï oriental qui ont fait tomber Jean-Marc Kabound. J'en reviens pour dire, dans toutes les autres provinces, j'informe à la population que Jean-Jacques Mamba et Jean-Marc Kabound sont d'une même province, le Kasaï. Le Kasaï central ou le Pas Kasaï? le Kasaï, pas le Kasaï central. D'accord. Mais là, chez eux, on n'a même pas pillé une poule. Pas même une poule. On n'a même pas fait, on n'a même pas dérangé la journée, même pas une seule fois. Les gens sont calmes chez eux dans leur propre province. Je ne suis pas tribaliste. J'ai toujours considéré le tribalisme comme étant une antivaleur. Mais il est vrai que Jésus-Christ a chez eux. Comprenez? Mais je vous informe que Jean-Jacques Mamba et Jean-Marc Kabound sont ressortissants d'une même province. Mais comment vous expliquer sur toute l'étendue de la République? Il n'y a qu'au Kasaï oriental où on a élu 4 membres du FCC. Sur tous les membres, je vous informe encore que dans cette pétition signée, comme vous le savez, au Parlement, le FCC est majoritaire. Mais non seulement il y a eu les membres du FCC, il y a eu aussi les membres de la MOUCA. Ils se sont exprimés aussi dans leur nombre par rapport à leur pourcentage. Ce qu'ils ont signé là par rapport au pourcentage des membres de la MOUCA, c'est signifiant. Par rapport aux membres de CACH qui ont signé, c'est signifiant parce qu'ils sont peu nombreux. C'est aussi que certains, tous ces députés ont engagé leur responsabilité personnelle. Dis-moi, parmi les noms des signateurs de cette pétition, quel est le nom du député membre du FCC Kasaï oriental? Aucun nom parmi les signateurs de pétition. Aucun nom de député membre FCC Kasaï oriental n'a signé cette pétition. Mais pourquoi il n'y a qu'au Kasaï oriental où on doit piller les biens des membres du FCC? Si peut-être dans la signature de cette pétition, il y a eu la signature de l'honorable Ngoï Kassange ou la signature de l'honorable le remplaçant Lukusa, le remplaçant de José Panda, ou la signature de l'honorable de Chilenge, je ne connais pas son nom parce qu'il y en a 4 seulement, personne du FCC n'a signé.
Mais comment ils sont menacés? Comment le FCC Kasaï Oriental est menacé alors que dans toutes les autres provinces, et d'ailleurs c'est dans ces provinces-là où il y a les députés FCC qui ont signé. Bon, peut-être parce que le Kasaï oriental est le bastion de l'UDPS. Même alors, mais il faut mesurer les décrets d'implication des membres du FCC et du Kasaï oriental. Ça pouvait être que ça parce que le FCC est sur toute l'étendue de la République. Il faut voir. Peut-être que dans le vote, les députés FCC, les 4 là, n'étaient même pas dans la salle où ils n'ont même pas voté. Parce qu'ils savent que chez nous, si on nous voit seulement, nous avons voté, nous aurons des problèmes. Nos maisons seront visitées. Vous avez dit tout à l'heure que dans votre réunion avec le gouvernement de province, vous avez relevé la responsabilité du pouvoir public qui n'a pas su anticiper, mais aussi qui n'est pas intervenu rapidement parce que il faut quand même signaler que ces événements se sont passés pendant des heures. D'ailleurs, pour ce qui concerne particulièrement les sièges du PPRD, les pillards ont d'abord saccagé l'avant-midi et puis ils sont rentrés pour tout détruire après pendant plusieurs heures et que la police est intervenue largement en retard. Ça, vous avez dit que vous l'avez relevé. Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Oui, je crois que c'est une procédure en cours. Vous savez, au niveau des partis politiques ou des regroupements politiques, il y a des problèmes de statut. Hein? Il y a des problèmes de statut et des personnes désignées à engager les partis en justice. Je crois que si la hiérarchie nous donnait tous ces documents, nous irons en justice. Et d'ailleurs, j'informe que l'autorité provinciale, le gouverneur, nous a informé qu'il y a 2 personnes qui sont aux arrêts, qui ont été arrêtées dans ces circonstances, des personnes qui ont été trouvées en flagrance de destruction, de pillage, qui ont été arrêtés. Et nous attendons voir le comportement de la justice eu égard à cette situation. Et nous allons voir comment l'état des droits va fonctionner par rapport à ça. Et nous allons suivre des procès parce qu'il faut normalement, pour prouver qu'il y a un état de droit, il faut qu'on puisse réellement prouver que la justice ne fonctionne pas actuellement à double vitesse quand il s'agit du pouvoir. On s'était, et quand il s'agit des voleurs de poules, on s'abat sur eux, on les condamne. Nous voulons voir comment la justice va se comporter par rapport à cette situation et comment le pouvoir en place ici au Kasaï oriental va aussi se comporter. Et l'opinion attend voir tout ça parce qu'il faut que cela enseigne. Parce que le changement de mentalité, il y a 2 côtés. Il y a les côtés pédagogiques et aussi les côtés de la sanction. Quand on enseigne, on trouve qu'on n'a pas suivi, il faut prendre le chicotte, il faut sanctionner. Et la sanction se trouve entre les mains de la justice. C'est la justice qui doit maintenant agir pour punir les fautifs, tous ceux qui se sont évertués à commettre ces actes de vandalisme, ces actes de pillage, donc ces actes inciviques. Alors tous ces gens doivent subir la rigueur de la loi. Monsieur Freddy, comment comprendre la propension des Est-Kassaïens à piller leurs biens? Parce qu'il faut qu'on appelle, qu'on dise la chose comme elle se présente. Il s'agit des biens de cette même population. Nous savons que le Kasaï oriental fait partie des provinces qui n'ont pas été construites par le Belge parce qu'il a existé après l'indépendance. Comment comprendre cette propension à toujours piller chaque fois qu'il y a un mécontentement social? Rappelons des pillages des années 90 qui ont emporté avec eux plusieurs édifices, des grandes valeurs, et qui ont provoqué l'exode de plusieurs commerçants, des expatriés. De plusieurs entrepreneurs. Plusieurs entrepreneurs qui avaient investi au Kasaï oriental. Donc aujourd'hui, on est en droit de se poser cette question. Quelle est cette propension à toujours piller tout ce que nous avons lorsque nous sommes en colère? Est-ce qu'il n'existe pas une autre manière d'exprimer notre frustration que de piller?
Vous savez pourquoi la Constitution demande à ce qu'on puisse subventionner les partis politiques? Parce que ceux qui agitent la corde de tout ce trouble, ce sont des politiciens. La Constitution veut qu'on puisse subventionner les partis politiques parce que les partis politiques encadrent les masses en leur donnant l'éducation civique. Mais si cela n'arrive pas dans nos partis, c'est grave. Parce que nous devons être, nous, cadres politiques, des courroies de transmission de l'éducation civique à nos membres. Ces gens, pour la plupart, sont des jeunes. Et parfois, ils n'ont pas la connaissance exacte de ce qu'on appelle le bien public. La connaissance exacte de la loi, du respect des biens publics. Mais c'est au niveau des partis politiques que nous devons former ces gens à pouvoir s'imprégner du patriotisme. Parce qu'un patriote ne peut en aucun cas détruire le bien de son propre pays. Nous sommes où? Nous sommes dans quel monde? Combien d'entrepreneurs sont partis de cette province suite au pillage de 1990? Nous avions Panimbu qui était là, qui faisait le pain. Ce pain était distribué dans tous les Kasaï. C'est comme ici, Pain Victoire à Kinshasa. Panimbu, c'est comme Pain Victoire à Kinshasa. Panimbu, il y a Boulaska ici qui a aussi subi des pillages. Toutes ces boulangeries qui étaient là. Simis, Asson Il y a et frères. Simis, Asson et frères. Beaucoup d'entrepreneurs sont partis. Parce que seulement, un peuple était fâché. Il s'est fait ce qu'on appelle l'autoflagellation. Son autodestruction. Et c'est un peuple qui s'est détruit lui-même. Imaginez-vous quand vous allez piller l'abattoir moderne, qui doit examiner la qualité de la viande que nous devons consommer. Mais comment pouvons-nous faire une telle chose? Parce que toutes les viandes que nous consommons ici la plupart ne sont pas testées par les spécialistes dans le domaine. Mais un abattoir comme ça, parce qu'on est fâché pour un poste politique, on les détruit. Quelle est cette population? Je vais vous démontrer pour ceux qui insinuent Rapidement. à Oui. tort la population. Pourquoi cette population qui sait que Jean-Jacques Mambaye du MLC, il y a la permanence du MLC ici? On ne peut pas aller piller la permanence du MLC, pourquoi? Mais il y a certains députés des Caches et certains députés des Caches qui ont voté, qui l'ont même manifesté. Pourquoi on n'est pas allé piller la permanence de l'UDPS? Pourquoi on n'est pas allé payer la permanence de l'UNC? Pourquoi on n'est pas allé payer la permanence des gens de la Mouka qui sont en train de scander les slogans de victoire? Il faut regarder dans les réseaux sociaux comment la Mouka est en train de dire que nous qui sommes minoritaires, nous avons manipulé la majorité pour faire un grand coup à cette majorité. Ça c'est la Mouka, ce sont les propres paroles de la Mouka. Mais pourquoi on n'a pas pillé le parti de Jean-Jacques Mamba, MLC? Donc, Vous allez comprendre que il y a eu une manipulation politique. Ce n'est pas la population comme telle. Il y a eu une manipulation de jeunes. Et je voudrais lancer un appel aux jeunes. et ça va être votre conclusion par rapport à cette question. Oui, jeunesse Kasaï orientale. Le Kasaï oriental est les greniers des intellectuels. C'est une province de différence de Tshisekedi Wamulumba. Cette province de Makanda, cette province de Odia David, cette province des grands noms qui ont fait la fierté de cette république. On ne veut pas que nos jeunes soient réduits en simples militants des partis politiques qui doivent être condamnés à être comme des gens utilisés juste pour les intérêts des autres. Non. Ces jeunes gens doivent aller à l'école. Ces jeunes gens doivent être chez leurs parents. Ces jeunes gens... Mais vraiment, ces jeunes gens doivent être encadrés. Parce que ce sont eux demain qui vont nous remplacer.
C'est la jeunesse, la fierté de cette province pour demain. Mais quand aujourd'hui on les laisse dans la rue, en train de piller, que seraient les Kasaï orientales de demain? Si les partis politiques ne fusquent pas encadrer ces jeunes pour la promotion de cette province, pour l'avenir de cette province, on laisse ces gens piller, on laisse ces gens s'enivrer, se droguer, en plein jour. Mais qu'est-ce qu'on va attendre encore de ces gens? Non, trop c'est trop. Il faut que l'UNICEF porte plainte à des partis politiques comme ça pour avoir manipulé les enfants. Il faut que l'État congolais porte plainte à des gens comme ça qui sont en train de détruire la jeunesse kassaïenne pour des intérêts politiques. Voilà, nous avons donc votre cri d'alarme. C'est un cri d'alarme et nous comprenons votre émotion. Merci. Nous sentons que les sujets vous passionnent parce qu'évidemment, personne ne peut être content que des patrimoines publics ou privés soient pillés. Manifester, c'est un droit garanti par la Constitution et toutes les lois internationales, mais il faut manifester dans le respect de l'ordre public, dans le respect des biens d'autrui, les biens privés et les biens publics. Et donc le message doit être répercuté dans les états-majors des différents partis politiques, parce qu'évidemment les maisons qui ont été pillées, ce ne sont pas les maisons de ces partis politiques, ce sont les maisons des Est-Kassaïens construits par les enfants de cette province, parfois au prix de beaucoup de sacrifices, au prix de beaucoup de sacrifices. Voilà, donc j'espère que ce message est passé. Mesdames et messieurs, nous allons chuter avec ce tout dernier sujet dans cette émission pour évoquer le procès Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Tshisekedi, qui est jugé pour corruption et détournement des deniers publics dans le cadre des 100 jours du président de la République. La deuxième audience a eu lieu le 25 mai dernier. Vital Kamerhe était devant le tribunal des grandes instances de la Gombe. L'instruction du dossier se poursuit. Je crois que vous l'avez regardé en direct sur la télévision Océan Pacifique. Encore une fois, Vital Kamerhe a fait usage de son art oratoire pour démontrer à la composition au tribunal qu'il n'a rien à voir dans un quelconque détournement des deniers publics. Nous vous proposons un extrait de ce qui s'est passé le lundi lors de cette deuxième audience. Il ne peut pas y avoir avenant s'il n'y avait rien au départ. Et s'il n'y a pas de contrat initial, il n'y a pas d'avenant. On est d'accord avec ça. Et alors, maintenant, vous me posez la question, pourquoi l'État a payé? Mais l'État doit honorer ses engagements. Mais comment l'État a payé? Je crois que vous êtes trompé de personne. C'est le ministre d'État au budget, le ministre des Finances et le gouvernement de la Banque centrale, la chaîne des dépenses. C'est eux qui doivent répondre à cette question. Qu'est-ce qui a été exécuté? Est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le contrat ou c'est l'avenant qui a été exécuté? C'est la question qu'il faut que nous avons. Tant que le premier contrat n'était pas remanié, il était exécuté et l'avenant est tombé et on s'est conformé à l'avenant. Signé toujours par la même autorité contratante. Ce n'est pas moi qui avais signé. Il y a la lettre de Béché, l'ancien premier ministre Bruno Tshibala, qui choisit expressement la société Jamal, écrite pour instruire le ministre du Développement rural, qu'il a choisi lui pour cette maison-là. Moi, je n'ai jamais écrit une telle lettre. Nous sommes là des pièces contre pièces. Monsieur Bitakura souligne qu'il vous avait saisi. Il est où? Qu'il vous avait saisi. C'est procès verbaux sont là. C'est procès verbaux sont là, s'il vous plaît. Oui. Qu'il vous avait saisi en tant que directeur de cabinet pour dire qu'il vous avait saisi pour faire savoir que l'avenant n'avait pas été accepté par la direction générale des marchés publics. Vous pouvez avoir l'amabilité de donner la lettre de Bitakura qui m'avait adressée, puisque j'ignore cette lettre. Vous pouvez me la donner, m'adresser à moi, le directeur de cabinet. Je peux voir cette lettre-là, puisque moi, je peux vous donner la lettre de Bitakura qui a répondu, pas à ma demande, hein. C'est lui-même. Vital Kamerhe qui a insisté et revenu plusieurs fois sur le fait qu'il n'y a aucun document aujourd'hui qui prouve qu'il avait autorisé le décaissement des fonds dans le cadre du programme de 100 jours. Il a chargé le gouvernement Tshibala et particulièrement quelques ministres, notamment celui du développement rural, l'ancien Justin Bitakura, qui avait contracté avec Samibo d'abord en 2018 et ensuite avait signé un avenant
Vous avez vous-même regardé cette audience et tous les éléments tous les moyens qui ont été soulevés par les partis. Nous avons l'avantage d'avoir sur ce plateau un juriste, quelqu'un qui connaît le droit, et nous allons avoir son avis comme juriste par rapport à cette deuxième audience. Pour certains, M. Freddy Tchibobois, Vital Kamerhe a marqué un grand coup parce qu'il a prouvé noir sur blanc que tout ce que soulevait la partie civile, tout comme le ministère public, n'était qu'à des approximations et qu'il n'y avait vraiment pas d'effet, parce qu'il est même revenu plusieurs fois qu'en procédure pénale, c'est pièce contre pièce. Oui, je pense qu'il a usé de son art oratoire et il a eu le temps de transformer le tribunal comme une tribune politique pour enranger la foule. Et il a utilisé la méthode de victimisation. Et il s'est fait victimiser. D'abord, il a suivi religieusement les questionnements de son coaccusé Djamal. Et il s'est tué, il s'est forgé une certaine conviction là-dessus, parce qu'en prenant la parole, il s'est référé directement à l'audience, donc aux questions qui étaient posées à Djamal, pour dire, mais dans tout ce qu'on a cité, dans tout ce qui s'est passé, dans tous ces questionnements, je ne suis cité nulle part. Mais pourquoi je suis en prison? Donc, ce sont des astuces des hommes qui sont formés. Vous savez, Vital Kamerhe, c'est aussi un économiste. Tout à fait. S'il n'est cité nulle part, il est en droit de se demander pourquoi il est en prison. Tout à fait. Mais il y a des faits qu'on lui reproche. Il y a plus de 40 000 pièces à conviction que détient le ministère public. Dans lesquelles il n'y a aucun document. Tout à fait. Non, mais vous savez que ça fait mal quand on a touché, quand on a dit, on va appeler sa fille, sa femme. Vous savez comment il a sursauté? Une réaction normale. Oui. D'un homme vous avez raison. Qui veut préserver sa fierté. Vous n'allez pas accepter d'être humilié et que votre épouse le soit. Tout à fait. Mais je voudrais vous dire que en matière pénale, le juge a la possibilité de requalifier l'infraction. Donc, si on ne retient pas les détournements, on peut retenir l'enrichissement illicite. Il y a beaucoup d'infractions qu'on peut lui retenir. Et vous, quand vous suivez ce procès depuis son début, vous avez quelle impression? Que c'est un procès juste ou une manipulation politique de la justice pour nuire à Vital Kamerhe, comme allèguent les militants du MLC? Je voudrais qu'on aille... De l'UNC, voilà, merci. Je voudrais vous dire ceci. Ici, c'est un problème de la responsabilité individuelle. Parce que il y a des gens qui parlent de la responsabilité politique du chef de l'État. Oui, le chef de l'État a une responsabilité politique d'avoir choisi des personnes qui ont amené le projet en échec. C'est-à-dire, il a fait un mauvais casting. Il a choisi des mauvaises personnes. Ça, c'est la responsabilité politique du chef de l'État. Cette responsabilité politique a des limites. Ici, la personne qui a été choisie engage sa responsabilité pénale. Où est-ce qu'il engage sa responsabilité pénale? C'est par rapport à ce qu'il a ordonné, au contrat signé. Vital Kamerhe n'a signé aucun contrat. Mais je vais vous dire, laissez-moi continuer. Même si il n'a pas signé des contrats, mais il a facilité l'octroi de certains marchés. Entre autres, son neveu, il s'appelle comment? Massaro, qui s'est présenté comme entrepreneur, qui a eu un marché, qui a touché à l'argent de la République, qui l'a mené dans une direction inconnue. Il y a la fille de Jubin Piana, qui, au travers le programme de 100 jours,
est aussi reproché d'avoir touché à l'argent et aux parcelles. Son épouse aussi. Ses comptes ont été alimentés avec des sommes importantes d'argent. Donc vous comprenez que là déjà, vous avez suivi le ministère public dire que l'infraction de détournement, c'est une infraction d'une extrême intelligence. On va reconstituer les pièces de conviction comme des pièces de puzzle, des puzzles plutôt. C'est-à-dire, vous savez, les jeux de puzzle, on peut les détacher, on met chaque pièce à côté comme ça. Si un non-initié les touche, il ne saura pas reconstituer pour donner l'image qu'il y avait. Mais il n'y a que des initiés, les techniciens de droit, qui sont en mesure de reconstituer ces pièces pour prouver à Vital Kamerhe qu'il est dans l'infraction. Quoi qu'il en soit, il en sortira, moi je vous l'ai dit, il y aura soit une requalification de l'infraction, parce qu'autour de Vital Kamerhe, il y a des gens qui sont devenus énormément riches. Et donc, cela ne peut pas se faire sans qu'il y ait de l'implication. Vous savez, dans la passation des marchés, quand une autorité passe un marché, on a toujours suivi les filières si l'entreprise qui gagne le marché n'a pas des accointances avec ses parentés. Nous vous avons compris, donc selon vous, Vital Kamerhe est d'une manière ou d'une autre trempé dans les détournements des deniers publics. Et non, moi je dis, l'infraction peut être requalifiée. Donc, d'une manière ou d'une autre, il est trempé. D'une manière ou d'une autre, il a contribué à l'échec du programme de 100 jours. Voilà. Parce que, vous savez, il n'a même pas su, vous savez, je vais vous dire une chose, il y a des questions auxquelles on lui pose, un instant, c'est pour cela que j'ai dit qu'il a transformé ça en tribune politique. Quand on lui pose une question, il rebondit par une autre réponse. On lui dit par exemple, Monsieur Vital Kamerhe, quel est le rôle que vous avez joué dans le programme de 100 jours? Il dit, directeur de cabinet. Et après il dit, nous étions un collège de superviseurs. Voilà. Mais on dit, qui est-ce qui supervisait ces collèges? Et qui est-ce qui... Un instant, on lui pose une question pour savoir qui présidait les réunions de supervision. Il dit, c'est moi, sur décision du chef de l'État. Oui, donc, justement, c'était sur décision du chef de l'État. Alors, pour terminer, le juge président Raphaël Liani est décédé dans la matinée du 27 mai, décédé d'une courte maladie. Nous avons suivi des témoignages de sa famille. D'ailleurs, Jean Bosco va nous permettre de revoir ce juge qui est en train de mettre ce procès. Évidemment que voilà, il est là. Il a rendu l'âme dans des circonstances qui restent à élucider. Sa famille a été voir le ministre de la Justice pour solliciter une autopsie et qu'aujourd'hui une action en justice a été ouverte et que son corps va être checké pour que l'on sache finalement s'il a été intoxiqué ou il est décédé d'une mort naturelle. Un commentaire pour terminer à propos de la mort... Écoutez, nous nous sommes réveillés vraiment frustrés. Et c'est une occasion pour moi d'adresser mes condoléances les plus attristées à la famille de cet héros. Moi, je l'appelle un héros parce que je crois à l'installation de l'état de droit, je crois en la justice, j'ai tout mon soutien à la justice, je soutiens l'émergence de la justice congolaise, je soutiens en même temps tous les juges qui, à ces moments, vivent une pression des politiciens. À qui profite sa mort? Écoutez, mais ce sont ceux qui sont gênés par le juge. C'est souvent la première question que se posent les enquêteurs. Donc, à qui profite sa mort? Écoutez, ce sont qui sont gênés par ce juge. J'ai suivi malheureusement un commentateur, un analyste politique, qui m'a fait croire que la partie Kamerhe croyait que les juges étaient contre eux parce qu'ils ne leur accordaient pas assez de paroles. Et aussi, il y a des paroles qui sont sorties telles que « je veux mettre du feu ». Je ne sais pas à qui revient cette parole parce que le ministère public l'attribue à Vital Kamerhe. Et il y a des choses telles que les juges, presque tous les juges qui sont dans ce dossier, il y a eu le premier juge, lui, ce juge qui est mort, il est l'intérimaire. Le premier juge s'est déporté, il a été même suspendu. Vous comprenez qu'il y a eu la pression qui s'est exercée sur les juges et les magistrats et éventuellement le ministère public. Donc, pour moi,
Ce monsieur, c'est un héros. Vous l'avez vu, il était calme. C'est un monsieur qui rassurait c'est ce que nous dans sa manière de diriger le débat. Merci, M. Freddy. Merci, M. Freddy. Il nous laisse des impressions. Alors, nous retenons que pour vous, le juge Raphaël Liani est décédé un héros. Oui. Et qu'il dégageait de la sérénité dans la manière de guider ce procès. Merci. Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu'au corps des juges et des magistrats qui ont perdu, selon les témoignages, un homme bien et très professionnel. Ce qui est vrai, c'est que le procès va se poursuivre. Y aura-t-il audience le 3 juin ou pas? Nous allons voir ce qui va se passer. Mais un autre président, puis un autre juge va prendre sa place pour présider la composition dans le cadre de ce procès qui va aller jusqu'au bout. Merci. Monsieur Freddy, nous vous disons merci d'être passé dans Tête à Tête. Ok. Et que nous comptons vous avoir prochainement pour un autre numéro de Tête à Tête. Merci, merci. Je suis très... le plaisir est partagé. Je suis très content. Merci bien. De participer à cette grande émission. C'est une émission de haute portée. Je vous ai toujours félicité. Laissez-moi quand même le dire, même en une minute. Merci beaucoup, mais on n'a même plus 7 minutes. Merci à Louis Kabongo Balengeja, notre chef de programme. Comme vous le savez, la ville de Mbujimayi a un sérieux problème de courant. Nous avons eu des difficultés. Nous avons commencé avec un léger retard aujourd'hui. On était obligé de déborder tant soit peu. Merci pour votre patience, vous, chers téléspectateurs. Jean Bosco Ngoy nous a réalisé, comme tous les jours, Hamilton Ngwaka a servi à la prise des vues. Prenons rendez-vous jeudi prochain. Espérons que la situation se sera améliorée à 19h juste pour un nouveau numéro de Tête à Tête. Portez-vous bien. Au revoir. Merci.